Bienvenue dans l'émission Comment faire le Congosa thérapeutique. Come closer to my forehead. Face to face we should be. Despite tensions in the air. Hands on hands we should live. Happily, merrily, and shaky under the moonlight we should live. Happily, merrily, and shaky under the moonlight. Pourquoi me fais-tu la guerre? Fais-moi la cour. C'est comment les boss et les bossesses. Oui, chers auditeurs, vous ne rêvez pas. C'est désormais ainsi que je vous appellerai, car vous nous faites l'honneur d'être des nôtres. Je suis Yamou, alias Champi, votre présentatrice, et nous voici de retour pour l'épisode 3 de votre web show Comment faire, l'émission qui prend sa place sous le soleil des réseaux sociaux. Le titre de cet opus est « Comment faire pour combattre la dépression ?» Et aujourd'hui, j'ai avec moi mes co-présentatrices qui sont la sublime Fiona et la ravissante Naomi. Pour le thème du jour, nous avons sur le plateau une psychologue clinicienne qui nous vient de Louvain-la-Neuve. Elle est diplômée en psychologie option clinique de l'adulte. Et actuellement, elle se forme au 3e cycle en clinique psychothérapeutique intégrée, toujours à l'Université catholique de Louvain. Sois la bienvenue dans cette émission d'ASK. J'espère qu'avec nous, tu vas t'amuser. Bon, les filles, est-ce que vous pouvez dire coucou aux boss et aux bossesses, s'il vous plaît? Coucou les boss et les bossesses de Champi. Ok. Bon, Daeska, c'est ta première sur ce plateau de Comment faire et j'imagine que tu dois avoir des appréhensions, donc j'espère que tu es prête pour l'aventure qui t'attend. Sans plus tarder, je laisse Fiona nous faire part des hauts et forts du moment. Fiona, tu as la parole. Les WEFORS. Les WEFORS. Les WEFORS. Les WEFORS. D'accord, merci Champi. Bon, comme actualité de ce jour, nous commencerons par une mauvaise nouvelle qui est le décès de la reine d'Angleterre. La reine Elisabeth II est décédée le jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans dans son château de Balmoral en Écosse, après 70 ans de règne. Ça, il faut le préciser. Et donc, elle a battu le record du règne le plus long de l'histoire britannique et était le chef d'État de 15 royaumes, dont le Royaume-Uni, le Canada et les 13 autres royaumes du Commonwealth. Son fils aîné devient le nouveau roi, Charles III. Durant son règne, la reine a veillé à ce que le Commonwealth, constitué en majorité d'anciens territoires de l'Empire britannique, ne se disperse pas. Et aujourd'hui, la question est de savoir qu'adviendra-t-il après sa mort. Donc, voilà. Et aussi, je voudrais ajouter que j'ai lu sur une page web que la reine Elisabeth II a été une femme de pouvoir et une icône de féministe malgré elle. Et donc, elle restera dans l'histoire comme celle qui n'a rien eu à envier aux hommes en tant que femme au sommet du pouvoir. Voilà la première actualité de ce jour. Et je voudrais qu'on revienne sur la question que j'ai eu à poser au cours de cet échange où je demandais tantôt qu'adviendra-t-il des territoires du Commonwealth après sa mort. Parce qu'en effet, d'après mes recherches, j'ai vu qu'elle s'est battue énormément pour conserver cela. Et voilà, elle n'y est plus. Et beaucoup de personnes se posent cette question. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler et si vous aimeriez donner votre avis à ce sujet. On laisse la parole à l'invité. Tu es à l'honneur. Daeshka. S'il te plaît, Fiona, est-ce que tu sais reprendre ta question, s'il te plaît? En fait, on dit ceci. Durant son règne, la reine a veillé à ce que le Commonwealth, constitué en majorité d'anciens territoires de l'Empire britannique, ne se disperse pas. Et maintenant, aujourd'hui, il est question de savoir ce qu'il adviendra de cela, quoi. Du Commonwealth, de ces 15 royaumes.
dont elle était chef d'État. Ah, d'accord, ok. Déjà, qu'est-ce que je peux dire? De un, ce qui est sûr, ça ne va pas disparaître. Je me dis qu'elle a eu le temps de préparer la génération future par rapport au règne, à comment ça se passe. Donc, il est bien vrai que ça ne sera plus, je vais dire, le règne ne sera plus le même. Donc, ce qui est sûr, il y aura toujours le Commonwealth, quoi. Maintenant, on verra ce que la nouvelle génération, celui qui va remplacer, nous proposera par rapport à ça. Et je suis aussi sûre que ça ne sera pas identique tel que c'est identique au moment du règne d'Élisabeth II, quoi. Donc, oui. Ouais, son remplaçant, en fait, on le connaît déjà, c'est le roi Charles III. Oui. Son fils aîné. Déjà, je tiens à préciser que j'ai choisi volontairement de ne pas trop m'intéresser à ça. Donc, c'est ça que je titube dans ta réponse. Dans ma réponse. Oui. D'accord. En fait, c'est pas grave. Hein. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui ne savaient pas cela. Ceci, en fait, cette actualité permet aussi à certains d'apprendre plus en fait sur le sujet. Beaucoup savent que la reine d'Angleterre est décédée, mais beaucoup ne savent peut-être pas à quel âge ou est-ce qu'elle a eu un fils, qu'est-ce qu'elle a fait. Donc, voilà. Donc, tu n'as pas vraiment d'inquiétude. Et toi, Naomi, est-ce que tu peux répondre à la question de Fiona? Pourquoi tu rigoles? C'est parce que Champi, désolé, je vais couper. J'aimerais plutôt, étant donné que Daeshka a déjà répondu à cette question-là, j'aimerais plutôt avoir le point de vue de Naomi en ce qui concerne le féministe, en fait, le féminisme de la reine d'Angleterre. J'ai aussi précisé qu'elle a été, bon, d'après ce que une icône, oui, une icône, oui. Elle a été une icône féministe malgré elle et elle n'a eu rien à envier aux hommes. Est-ce qu'elle partage ce point de vue? Est-ce que parce que la reine d'Angleterre a régné pendant 70 ans et a été une femme de pouvoir, est-ce que ça voudrait dire qu'elle n'a rien à envier aux hommes? Pourquoi est-ce qu'on parle d'elle en tant que féministe malgré elle? Qu'est-ce qu'elle pense en fait de cette phrase? En fait, je suis totalement d'accord. Je pense que elle a été une icône du féminisme parce que d'habitude, en fait, le féminisme revendique l'égalité de l'homme, de la femme par rapport à l'homme, l'égalité des salaires, que ce soit même en termes d'accession au pouvoir. Et le simple fait que je vois, moi, en tant que petite fille africaine camerounaise, que je vois une femme à la tête de la Grande-Bretagne et des pays du Commonwealth, je peux vous assurer que pour moi, c'est un exemple assez quand même important du fait qu'une femme peut aussi accéder au pouvoir. Je voulais juste rebondir sur ton actualité concernant son décès. D'après ce que j'ai pu constater sur la toile, et deux choses majeures qui ont été mentionnées sur la toile, c'était justement les matériaux qu'ils ont pillés, et notamment donc le diamant, The Great Star of Africa, ou en français Grande Étoile d'Afrique ou Cullinan, qui est le plus gros diamant blanc taillé au monde et dont la valeur est estimée à 2,4 milliards de dollars, d'après le courrier international. Et il y a aussi le diamant Koh-i-Noor, qui veut dire montagne de lumière en perse, qui est de 105,6 carats et qui est estimé à plus de 170 millions d'euros. Ce diamant a été trouvé en Inde et le premier a été trouvé en Afrique du Sud. Et donc, sur la toile, donc, les gens réclamaient que ces diamants-là soient rétrogradés aux pays qui en sont propriétaires parce qu'actuellement, aujourd'hui, elle expose ces diamants-là et des millions de visiteurs de par le monde viennent chaque fois visiter. Donc, cet argent rentre dans leur caisse alors qu'ils avaient été exposés dans les pays qui en sont légalement et naturellement propriétaires. Cet argent aurait pu servir à développer leur pays. Donc, c'est ce qui a été dit sur la toile concernant sa mort. Donc, sa mort a cette ambivalence ça crée de l'émotion et aussi ça crée de la colère. D'accord, merci. Pour le partage de ces informations, ça permet que chacun de nous puisse s'enrichir. Voilà, et comme deuxième actualité de ce jour, je vais parler de Serena Williams.
Serena Williams, l'école mondiale de tennis, a annoncé en début août qu'elle prendrait bientôt sa retraite. À la suite de cela, le vendredi 3 septembre, après son élimination au 3e tour de l'US Open, elle a annoncé qu'elle prenait sa retraite. Bon, c'est triste quand même, non? Je me dis, parce qu'en fait, Serena Williams, c'est vrai que je ne regarde pas trop le tennis. C'est vraiment le tennis, football, basket, je ne connais rien. Mais Serena Williams, elle a représenté cette icône de pouvoir pour les communautés opprimées qui se disent que voilà, cette dame qui règne depuis longtemps dans le monde du tennis et ça fait quand même un peu un pincement au cœur qu'elle abandonne si elle ne se sent plus de jouer. Tu en penses quoi, Naomi? Elle est une inspiration pour beaucoup de femmes noires. Et toi, Daeska? Par rapport à Serena Williams, oui, bien sûr. Je ne suis pas je suis pas trop fan du tennis, mais par rapport à cette actualité, j'ai quand même eu quelques bribes d'informations sur différentes pages des réseaux sociaux. En tant qu'icône, vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je suis fière de son parcours, quoi, parce que quand tu vas sur Google, tu tapes Serena Williams. C'est Serena Williams. En 2002, elle a porté le maillot du Cameroun. Elle avait gagné. Donc, il y a de quoi vraiment. Quelle est une place particulière dans ton cœur, quoi. Effectivement. Donc, en tout cas, pour moi, de manière générale, Serena Williams, ça fait partie des personnes que je peux mentionner je vais dire, parmi des personnes qui sont source de motivation, d'endurance, de persévérance, quoi. Oui. Oui, parce qu'elle a traversé beaucoup de choses dans sa carrière. Effectivement. Oui, et surtout sa grossesse aussi. Après la grossesse, elle pouvait bien arrêter, mais elle a continué. Bah, et avec Ah non, excuse-moi, Daeska, vas-y, continue. Ah non, je voulais juste dire que surtout avec la pression des supporters, parce qu'ils ne sont pas toujours très aimables, très compréhensifs par rapport à ce que la star peut vivre dans sa vie privée, quoi. Exactement, parce qu'elle-même, elle a dit dans sa page, sur une de ses pages de ses réseaux sociaux, qu'elle s'en va pour se consacrer un peu plus à sa vie spirituelle, à sa fille, à son rôle de maman et à d'autres activités. Elle ne renonce pas au tennis, mais elle ne veut plus être dans la cour de la compétition, quoi. Et c'est ça, il y a un moment où il faut se dire que bon, pour moi suffit là maintenant. Oui, exactement. Ça prouve aussi sa grandeur, quoi. Ça prouve qu'elle n'a pas un ego surdimensionné, parce qu'elle aurait pu dire que je vais rester. Mais là, elle veut se concentrer à d'autres choses. Donc voilà, un petit pincement au cœur, mais bon. Vraiment, Fiona, ta rubrique, c'était vraiment top. Intéressante. Oui. Pour la prochaine fois, tu vas mettre aussi là-bas aussi. En fait, il y a de l'actualité, bien sûr. Il y a toujours l'actualité, ma chérie, il y a toujours l'actualité. Bien sélectionné. Il faut prendre les choses qui sont épicées là pour que ça nous. Parce que tu es la critique, c'est toi qui donne le mood pour l'émission. C'est elle qui donne le temps. Voilà, donc si ton temps est là, tu as tout gâté. Bon, on va faire une courte pub et on va revenir pour rentrer dans le plat. Vous savez déjà comment ça s'appelle. Comment faire pour combattre sa dépression. Alors, bossesses et boss, on se retrouve dans un court instant. Nous revoilà de retour, les boss et les bossesses, après cette courte page de pause. Et il est temps de passer au plat de résistance, c'est-à-dire comprendre comment faire pour combattre la dépression. Le topo du jour, c'est maintenant. Maintenant, avant de poser quelques questions à notre psychologue, Daeska, je voudrais déjà donner quelques données en ce qui concerne l'étendue de la maladie que l'on connaît comme la dépression. Donc, la dépression, c'est une maladie mentale, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que d'après le média Psychomédia, en 2021, 6,4% de la population européenne qui est dépressive. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est que en Afrique aussi, tu vois, cette chose-là a laissé son empreinte. 30 millions de personnes en Afrique vivent avec un trouble dépressif. Ça, c'est d'après Allo Docteur, le magazine Allo Docteur Africa. Et ils l'ont dit en 2020. Donc, moi, quand je vois ça, ça m'étonne parce que, voilà, je ne pensais pas qu'on pouvait trouver la dépression en Afrique.
Maintenant, toi, Daeska, en tant que professionnel dans le domaine, est-ce que ces chiffres-ci t'impressionnent ou bien je te dis non, c'est normal qu'on ait ces chiffres-là? C'est normal, hein. Ces chiffres, c'est pas du tout étonnant. Toi, tu parles de 6,4. Quand je faisais des recherches, dans les articles, on parle de 16% de la population. Donc, on dit que c'est une maladie qui touche pas mal nombre de personnes, quoi. Tout le monde passe par la dépression, quoi, où chacun présente une forme de dépression. Et pour les 3 millions de l'Afrique, tu as dit c'est en Afrique. 30 millions de personnes en Afrique, oui. 30 millions? Oui. Ben, pour moi, le chiffre est un peu exagéré, mais 30 millions, pour moi, c'est quand même beaucoup. Ouais, mais ce qui est sur la dépression existe en Afrique, parce que les Africains ont tendance à dire que c'est la maladie des Blancs, quoi. Mais 30 millions, pour moi, ça me paraît un peu trop énorme. Donc, j'aimerais vraiment lire l'article, comment ils ont fait pour recenser et obtenir le chiffre de 30 millions. C'est l'OMS qui a donné ce chiffre-là. Donc, l'article Allô Docteur. Ah, c'est à l'OMS, ok. C'est l'OMS, oui, qui a donné ce chiffre-là. L'article, le magazine Allô Docteur Africa a juste fait un rapport dessus. Un rapport, ok. Oui. Fiona, toi, ce chiffre te surprend par rapport à l'Afrique ou bien par rapport à l'Europe? Bon, 6,4 millions en Europe. Non, 6,4% en Europe. 6,4% en Europe, mais si... Je sais pas. En fait, pour dire vrai, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que déjà, autour de moi, personnellement, je ne connais pas, du moins, je connais très peu de personnes qui sont dépressives et pour ça, il faudrait encore faire une étude personnelle de cela et regarder et prendre des informations. Donc, je ne peux pas dire que je suis surprise ou non par le fait qu'il y ait seulement 6,4%. It's fair. Ok, je comprends. Et toi, Naomi, ça te surprend ou bien pas du tout, bien bof? Tu n'as pas forcément un avis par rapport? Pour les chiffres en Europe, je trouve que c'est un peu bas, 6,4%. Mais pour les chiffres en Afrique, quand ils disent 30 millions, en fait, quand ils disent 30 millions en Afrique, je ne sais pas si pour eux, la dépression, donc ça dépend de ce qu'ils appellent dépression. Est-ce que être triste, avoir un moment difficile, avoir un deuil, et est-ce qu'ils appellent ça dépression ou alors, tu vois, je ne sais pas trop. Très bonne question. Voilà. Daeska, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la dépression? On définit généralement la dépression si on se base sur le DSM-5. Comme je disais tantôt, ils définissent la dépression par la présence de différents symptômes. Et les deux symptômes majeurs sont l'anémie ou alors la perte de plaisir et l'humeur dépressive. Donc, quand on parle déjà de dépression, il faudrait qu'absolument ces deux symptômes soient présents. En dehors de ça, il y a aussi d'autres symptômes, par exemple comme la perte ou le gain de poids significatif, l'insomnie ou l'hypersomnie, l'agitation, ralentissement moteur, la fatigue ou perte d'énergie, le sentiment de dévalorisation ou alors cette culpabilité excessive, inappropriée et également cette difficulté à penser ou à se concentrer et sans oublier les idéations suicidaires ou les idées noires ou les pensées noires ou oui. Donc, de manière générale, quand on parle de dépression, c'est quand le patient ou une personne présente au moins 2 ou 3 de ces symptômes. Et maintenant, il y a la forme légère et la forme plus grave, quoi. Parce que pour la forme plus grave, ce sont ceux qui ont cette dépression que même marcher n'arrive plus à marcher, ils sont alité où il faut vraiment une grande force de médication, quoi, des antidépresseurs. Donc, en dehors de la dépression qui est définie à partir de ces symptômes, il y a d'autres formes de la dépression, quoi. Il y a des troubles, et là c'est selon le DSM-5, il y a le trouble disruptif ou dysrégulation émotionnelle. Ici, ce qui est beaucoup plus mis en avant, c'est l'irritabilité chronique, sévère et persistante. Donc, la personne a des accès de colère comme ça, là, inappropriés, des crises de colère sévères qui se manifestent verbalement ou dans le comportement, quoi. Il peut être violent, du moins se donner un coup de poing à
à son interlocuteur. Du moins, ces excès de colère qui ne sont pas contrôlés, quoi, et qui apparaissent dans des situations inappropriées. Donc, en dehors de troubles disruptifs avec dysrégulation émotionnelle, on a également le trouble dépressif caractérisé, ce qui est beaucoup plus connu, quoi. Ici, ça renvoie aux différents symptômes que j'ai cités plus haut quand je parlais de la dépression. Et ici, on pose maintenant le diagnostic de trouble dépressif caractérisé lorsque ces symptômes ou la moitié de ces symptômes sont présents pendant une période ou une durée de 2 semaines et qu'on observe un changement par rapport au fonctionnement antérieur, c'est-à-dire dans ses relations amicales, amoureuses, dans sa vie sociale. Du moins, on observe vraiment une différence dans son fonctionnement antérieur. Dans son entourage. Oui, dans son entourage, oui. Et ceci peut être observé par la personne qui en souffre ou alors par un tiers. On a également le trouble dépressif persistant. Ça, c'est la forme plus grave de la dépression, du trouble dépressif caractérisé. Donc, à ce niveau, on a les symptômes. La personne présente les symptômes de la dépression que je venais de citer, mais ces symptômes, surtout l'humeur dépressive, elle est présente toute la journée, donc plus d'un jour sur 2, pendant au moins 2 ans. Donc, pour dire que la personne vit avec ça depuis longtemps. C'est pour ça que je parle de la forme chronique, s'il faut le dire comme ça. En fait, j'ai dit avant de parler des formes cliniques de la dépression, moi, quand j'explique au patient, il y a les formes légères, quoi, et les formes graves. Formes légères, peut-être ça peut survenir face à un échec scolaire. La personne peut présenter des affects dépressifs ou dans un état dépressif, et après, il y a un événement qui vient rétablir l'état mental de la personne. Et puis, oui, tu vois. Mais à ce moment-là, à l'état léger, ça se manifeste par quoi? Ça se manifeste par la colère, des émotions inappropriées. Oui, il y a toujours les symptômes que j'ai donnés dans la dépression, ça apparaît dans n'importe quel type de dépression, et qu'elle soit légère ou pas. Maintenant, là, ça dépend de la sévérité du symptôme et la sévérité ou comment ça se manifeste chez la personne, quoi. C'est ça que je dis, la forme dont je parlais tantôt, la dépressive persistant, là, c'est déjà c'est chronique déjà, quoi, parce qu'on dit que c'est présent depuis près de 2 ans, quoi. Donc la sévérité se mesure par rapport à la longévité de la maladie sur toi, c'est ça? Oui, il faut. Non, la sévérité, non, mais plutôt comment est-ce que ça se manifeste chez la personne, en fait. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Parce que si tous les symptômes se manifestent, que ce soit léger ou grave, et que lorsque, par exemple, tu as dit une personne qui a fait 2 ans avec la dépression, donc c'est tous les jours qu'elle a vu, là, c'est le high level. Ça, c'est la forme plus grave, c'est l'une des formes graves de la dépression, quoi. Et là, la sévérité, elle est vraiment très, très, comment je peux dire ça, elle est très, très forte, quoi. Dans sévérité, je vais prendre un exemple. Quand on fait une évaluation, prenons le cas de l'humeur dépressive, comme on venait de dire, ou alors de l'anédonie, qui font partie des 2 symptômes majeurs de la dépression. Quand on parle de sévérité ici, s'il faut parler de la perte de plaisir ou anédonie, le matin, la personne qui a le trouble dépressif persistant sera alité, il aura envie de ne rien faire, même brosser les dents, c'est tout un fardeau. Faire même des activités qui auparavant lui procuraient du plaisir, il n'arrive plus à faire. Et si on observe aussi que cette attitude l'a perdue sur le long terme, si ça va 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est là où on parle déjà de la sévérité, bref, je veux dire de la lourdeur, comment ça impacte de manière significative la qualité de vie du patient ou de la personne, quoi. D'accord. Donc, en dehors du trouble dépressif persistant, il y a le trouble dysphorique prémenstruel, comme son nom l'indique, qui apparaissent avant les règles, quoi. Il y a certaines personnes qui vous diront que avant que mes règles viennent, je suis nerveuse, je suis irritée, je mange beaucoup, j'ai la perte d'appétit, bref.
tout ce que vous pouvez imaginer. On a également des troubles dépressifs induits par une substance ou un médicament, quoi. Pour ceux qui consomment des drogues dures, le marijuana, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et également un trouble dépressif dû à une autre affection médicale, quoi. Généralement, peut-être pour ceux qui souffrent de diabète, du cancer, des maladies chroniques, quoi, oui, il y a aussi d'autres troubles de la dépression et tout ce qui va avec. Donc voilà en quelque sorte les différentes formes cliniques de la dépression selon le DSM-5. Oui. Et au total, il y a donc combien de formes? 5 formes? Il y en a pas mal. Je me rappelle plus ce que j'ai cité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peut-être disons 8. Oui. Waouh, c'est beaucoup, hein? Une maladie, 8 formes? Oui. Mais pourquoi tu ris, Naomi? Mais c'est pas bizarre. Non, mais tu fais bien de le dire. Du moins, on a la dépression, mais on est dépressif, mais on ne... Qu'est-ce que je veux dire? On est dépressif, mais on ne fait pas la maladie de la même manière. Oui. Si on ne se rend même pas compte qu'on est dépressif. Ouais. Parce que le syndrome prémenstruel, par exemple, je savais pas que c'était une forme de dépression. Donc, ça veut dire que chaque mois, moi, je suis dépressive, mais sans le savoir. Et là, c'est là que je parlais un peu de forme légère, parce que c'est passager. Tu vois un peu. Bon, c'est comme ça que moi, je classe, je ne sais pas pour mes collègues. Donc pour moi, je parle de léger ou peut-être moyen quand on présente quelques symptômes et que c'est passager, quoi. Moi, je peux considérer ça comme une dépression légère, quoi, oui. D'accord. C'est quoi les causes principales de la dépression? Les causes vraiment primordiales? Les main ones? Comme on le dit partout, que ce soit en médecine ou en psychologie, pour expliquer une maladie ou une pathologie, on tient compte de plusieurs facteurs, quoi. Des facteurs sociaux, psychologiques et biologiques, quoi. Donc, je dirais que c'est l'interaction complexe de ces 3 facteurs qui peut expliquer la survenue d'un trouble mental ou alors de la dépression, comme c'est de ça qu'on parle. Donc, mais je voudrais revenir ici là que les causes de la dépression, je préfère parler en termes de grandes familles de la dépression. On a les pertes, on a les stresseurs, on a les conflits, on a les transitions de vie. Les pertes, c'est-à-dire les deuils. Oui, les deuils, ça peut être le déménagement, même la perte du boulot, le changement dans le chômage, effectivement, oui. Donc, des facteurs stressants également, des conflits. Comme les examens. Oui, les examens, ça peut mettre des personnes, oui. On a aussi des transitions de vie, quitter de l'âge adulte pour... Quand tu atteins 30 ans. Oui, la crise de la soixantaine, la quarantaine. Oui, effectivement. Ceux qui quittent aussi de l'hétérosexualité pour l'homosexualité. Moi, je trouve que cette problématique est également la solitude qu'il ne faut pas oublier. Parce que c'est aussi l'une des grandes formes de la dépression, quoi. Oui. D'accord. Et en dehors des grandes... Oui, vas-y, Fiona. Oui, et donc, tous les grandes familles que tu as citées, notamment la perte, les stresseurs, je pense que tu as parlé de transition. Transition de vie, les conflits, c'est ça que j'ai retenu. La dépression ne serait donc pas transmissible génétiquement. Vu que ces facteurs-là sont des facteurs liés à l'entourage, c'est au-delà du contrôle de la personne. Transmissible. C'est-à-dire que par exemple, comme le cancer, par exemple, si par exemple ma mère a le cancer, il est probable que moi aussi j'aurai le cancer. En fait, ce genre de maladies qui sont générationnelles. Est-ce que la dépression, parce que moi je pensais dans mon ignorance que la dépression pouvait entrer dans le même groupe. Mais quand je vois les... Ah non, c'est pas question d'ignorance, Champi, parce que ta question, elle est... bref, tu as le droit de la poser. Et effectivement, la dépression, tout comme il y a des familles diabétiques, hypertendues, cancer, il y a aussi des familles dépressives. Donc, tu vois, c'est une maladie héréditaire. Donc, ah bon? Oui. Ok, donc j'avais vu, ok. Donc c'est ça, je dis que tout comme il y a des familles où il y a une forte probabilité d'être hypertendu, diabétique, de présenter le cancer, il y a des familles dépressives.
schizophrène Ça aussi. doit être l'environnement Donc, familial aussi. c'est pour ça que je dis, les Pas. causes, c'est l'interaction complexe de tout ça, de tout ça. Donc, comme je disais tantôt, des facteurs sociaux, psychologiques et biologiques. Et dans psychologique ici, je peux mettre, par exemple, les traits de personnalité d'une personne, ses antécédents psychiatriques. Du moins, c'est l'interaction de tout ça, en fait. Mais il faut aussi préciser que il y a des personnes qui peuvent être... qui ont peut-être vécu pas mal de chocs émotionnels, mais qui ne font pas de dépression, mais qui Pourquoi? deviennent plutôt forts. Et là, on parle de résilience. Ah, Ça dépend un peu, ça dépend on parle des personnes résilientes, quoi. mais là, c'est pas une maladie. C'est pas une Non, la résilience, non, c'est pas une maladie. Je veux dire, c'est même une très bonne qualité, quoi. Quand tu es résilient, la résilience, c'est la capacité à surmonter des obstacles malgré leurs difficultés. leurs difficultés, oui. Donc, Mais Daeska, est-ce que à la longue, quand tu es résilient, après tu as de fortes chances d'être dépressif, non? là, je ne sais pas, mais je me rappelle quand je lisais le livre de Boris Cyrulnik qui disait que tu peux être résilient aujourd'hui, peut-être dans une situation, et demain, tu ne peux ne pas l'être. Oui. Sans vouloir te couper, Fiona, tu as dit que tu n'as pas dans ton entourage des personnes qui sont dépressives. Donc, je voulais savoir si les explications de Daeska éclairent ta lanterne ou bien tu es Mais perdu. bien sûr, en fait, avec cette explication, je comprends qu'il y a même beaucoup qui sont passés par la dépression, mais ne s'en sont pas rendus compte. Moi, j'en suis un exemple. Donc, Ah, ok. Dépressif tout de même. Excusez-moi de vous interrompre parce Non, que il y a une précision que je dois faire. Oui. Tu peux présenter des affects dépressifs ou être dans un état dépressif sans toutefois faire la dépression. Daeska, on va revenir dessus. Genre, on se retrouve après une courte page de pub. Le topo du jour, c'est maintenant. Nous revoilà après cette courte page de pub, les boss et les bossesses. On s'est quitté quand Daeska était en train de nous faire comprendre qu'on peut présenter les signes de la dépression si on fait la dépression. Et là, on a dit que c'était compliqué. Il faut qu'elle décortique ça pour nous parce que nous ne sommes pas très intelligents ici, là. Donc, voilà, Daeska, voilà, tu peux reprendre où tu en étais, s'il te plaît. En fait, j'étais en train de dire ceci. On a généralement de dire que je suis dépressif. Oui, on comprend bien, c'est un signe d'alarme pour dire que je ne vais pas bien. Mais je voudrais préciser ici qu'il y a certaines situations qu'on traverse qui peut faire en sorte qu'on présente des affects dépressifs ou être dans un état dépressif sans toutefois faire la maladie, quoi. Donc, il y a des facteurs précipitants et des facteurs prédisposants. Dans facteurs précipitants ici, là, ce sont des facteurs prédisposants, ce sont des facteurs qui sont survenus plus tôt dans la vie et qui peuvent générer une condition de vulnérabilité. Et ce qu'on appelle par facteur précipitant, ici, c'est l'élément déclencheur, en fait. Donc, tu peux traverser une situation qui, pour toi, avant n'a l'air de rien. Je veux dire peut-être une situation amoureuse, mais une situation amoureuse, ton copain et toi, vous n'êtes plus en relation, mais il se trouve qu'au moment de cette séparation-là, tu es malade. Disons, tu as été diagnostiqué d'un cancer. Financièrement parlant, c'est pas bon du tout. Donc ça, ce sera les facteurs précipitants. Là, ce sont les facteurs précipitants, oui, et peut-être la fin de la relation avec ton copain, là, c'est un facteur prédisposant. Donc, pour les facteurs précipitants, pour la personne qui vient de se séparer avec son copain, elle est dans un contexte de maladie grave, de financement faible, la dynamique familiale qui n'est pas aussi très bon, oui, et aussi au niveau de ses amis, du moins, ça va un peu. Donc, avec le terrain clinique sur lequel tu te trouves, tu peux vite développer la dépression. Et maintenant, on va faire la balance entre
les facteurs, pas les facteurs, entre les bouffeurs d'énergie et tes ressources, tu vois. Il y a d'autres personnes qui peuvent être dans cette situation, mais ils ont le soutien de la famille et des amis, mais qui parviennent à surmonter du moins l'état dans lequel ils se trouvent. Je ne sais pas si c'est clair pour Fiona et Naomi, parce que j'essaie un peu de... Oui, c'est même très bien comme tu les mentionnes, parce qu'elles sont un peu trop silencieuses là. Bon, c'est parce qu'on ne veut pas couper la parole et on préfère laisser qu'elle va jusqu'au bout. Bon, en ce qui concerne facteur précipitant, j'ai compris cela comme facteur déclencheur, tel que Champi l'a expliqué tout à l'heure. C'est prédisposant qui est déclencheur. Non, c'est précipitant qui est déclencheur. Attendez, que nous l'avons compris. Les facteurs prédisposants, on va considérer ça comme des antécédents en fait. Oui. Je me rends compte que l'exemple que j'ai pris n'est pas assez clair. Non, c'est un bon exemple. Non, d'un facteur prédisposant, donc il te prédispose. Revenons un peu, quittons un peu du cadre. C'est pour ça qu'on parlait de déclencheur, prédisposant, ça Non, c'est comme ton environnement, non? C'est un peu comme dans ton environnement, que peut-être tu as un passif, peut-être où tu es trop morose, peut-être, ou que tu as des problèmes financiers. Attendez, pour faire court, on va prendre un simple exemple. Pour facteur prédisposant, comme son nom l'indique, qui te prédispose à quelque chose. On va quitter du cadre de la santé mentale. Peut-être pour l'enfant qui grandit dans un quartier où il y a des voleurs, des bandits, le papa fume devant lui, il est prédisposé peut-être à être un enfant délinquant. Maintenant, ça dépendra de ce qu'il va rencontrer dans son processus de vie et de ses ressources, qu'il peut être, bref, un enfant délinquant ou pas. Et les facteurs précipitants, c'est l'élément déclencheur. Peut-être dans le cas où, pour le cas de l'enfant, le précipitant peut être considéré, c'est une énième situation où il a été frustré, où il n'arrive pas à manger. Tu vois un peu dans sa tête. Oui, ou même l'élément précipitant peut être le jour où il commence à fumer le banga, je ne sais pas si on peut dire ça, mais le jour où il commence à fumer le banga, le banga qui veut dire l'herbe. Oui, l'herbe, effectivement. Ça déclenche, voilà. Ouais. Donc, pour résumer, prédisposant, c'est ce qui peut te conduire à le devenir, mais tu résistes encore. Et précipitant, c'est ce qui te fait de... C'est l'élément déclencheur. Oui, on peut résumer ça comme ça. J'ai une question. Bon, chez les Européens, les enfants, c'est depuis l'enfance, on s'exprime mieux, on exprime mieux ses émotions, on arrive à se plaindre. Et en Afrique, c'est pas le cas. Est-ce que ça veut dire que si on faisait la même chose en Afrique, donc si nous, Africains, on arrivait à vraiment exprimer ce qui ne va pas, est-ce que les chiffres actuels de dépression en Afrique devaient être plutôt revus à la hausse? Soit au moment de l'étude, ceux qu'on a interrogés ont été honnêtes. Parce que je peux quand même imaginer qu'on a mis la personne en confiance, il y a eu cette empathie et tout ce qui va avec. Donc les chiffres peuvent, dans toute étude, il y a toujours les biais et tout ce qui va avec. Donc les 30 millions dont Champi a parlé au début de l'émission, ça peut être vrai, comme aussi les 30 millions là peuvent être revus à la hausse, comme à la baisse. Donc ça dépend aussi de comment l'étude a été menée, des biais qu'ils ont rencontrés. Mais pour moi, personnellement, 30 millions, c'est... Wow. C'est beaucoup. Moi, je pense que c'est beaucoup. Parce que nous, on a le soleil. Oui, les facteurs environnementaux, oui. Non, c'est vrai, ça. Non, mais c'est dit, on a le soleil. Non, mais non, honnêtement, dehors du soleil, 30 millions, c'est vrai qu'en hiver, l'hiver est plus... Ça rend les gens quand même dépressifs. Bon, j'ai deux dernières questions à poser, mais ça, on va le faire qu'on va revenir. Donc, ça, les réponses là, c'est après la pause que tu vas nous les donner et après ça, on va passer, bien sûr, à la rubrique Pâques, mieux et sage et aussi à la rubrique Wandaillance. À tout de suite, les boss et les bossesses. À tout de suite. D'accord. À tout de suite. Nous revoilà les boss et les bossesses pour la dernière partie de votre émission préférée. Comment faire et avec pour thème la dépression. Donc, comment faire pour combattre la dépression? Voilà notre thème du jour. Donc, la première question était de savoir quelle est l'attitude à adopter face à une personne qui est dépressive.
Et deuxièmement, quelles sont les méthodes, les solutions curatives que tu peux préconiser à une personne qui aurait encore un peu trop honte d'aller à l'hôpital pour se faire diagnostiquer ou bien soigner, mais qui sent quand même que ça ne va pas. Voilà, donc à toi la parole d'Aeska, psychologue clinicienne. Première question, quelle attitude adopter face à une personne dépressive? Oui. C'est ça. Pour moi, il n'y a pas plein de conseils, c'est juste être empathique, c'est tout. Moi, je ne vois pas d'autres conseils que je pourrais donner que d'être empathique. Empathique ici pour dire que se mettre à la place de l'autre sans toutefois porter son histoire sur nos épaules, quoi. Ne pas juger, ne pas juger et essayer d'accompagner, de soutenir la personne dans l'état dans lequel il se trouve. Par exemple, parce qu'il faut dire qu'avec les personnes dépressives, il y a ralentissement à tous les niveaux. Peut-être encourager la personne à faire des sorties, à tester de nouvelles choses, faire du sport, aller marcher. Donc, c'est ça que je peux dire, quoi. Éviter aussi ces phrases positives toxiques, en fait. Que tout le monde, il y a des personnes qui traversent pire comme toi. Et effectivement, ce sont des phrases à éviter parce que ça n'aide pas la personne. Parce que quand tu le dis, c'est comme si tu banalises la souffrance de quelqu'un. Oui, Fiona, tu as dit tout à l'heure que d'après quand Daeska expliquait les formes de dépression et tout ça, que toi, il se prouve que par rapport à ce qu'elle a dit, que toi, tu as pu te trouver dans une situation dépressive. Oui, donc, toi, dans cette situation-là, est-ce que tu as parlé? Je ne me confie pas à tout le monde, mais j'ai des amis que je sais qui seront toujours là pour moi. Donc, quand j'ai eu à traverser ces moments-là, je vous dis, c'était tellement grave que quand je regardais la fenêtre de ma chambre, je voulais sauter et j'étais au 3e étage. Donc, ouais, et donc, je me suis confiée à une personne et c'était vraiment quelqu'un de super qui m'a beaucoup épaulée en ce moment-là. Dieu merci, c'était juste une période passagère, quoi. Ça a duré peut-être 1 ou 2 mois, mais pendant les 2 mois, j'ai eu des jours où je ne voulais quasi rien faire, j'étais au ralenti, j'étais vraiment abasourdie et tout. Mais bon, c'est passé, hein. Et puis il a fallu que je change d'environnement parce qu'à ce moment-là, j'étais dans une autre ville où je ne connaissais personne. Peut-être c'était aussi ça. Oui, ça en fait, ça a encore impacté. Ça, en fait, cet environnement-là a agrandi mon chagrin et je traversais des moments difficiles sur le plan financier, sur le plan psychologique. J'avais beaucoup de problèmes, quoi. Et tu avais les facteurs prédisposants et les facteurs il manquait l'élément déclencheur. Non. Et justement, il y a eu un élément déclencheur, donc bon, je vais pas en parler ici, mais j'ai compris en fait à travers les explications. Évidemment. Bon, on dit merci à cette personne-là qui a fait ce que Daeska préconise aujourd'hui, donc qui a montré de l'empathie et qui ne t'a pas jugé. Voilà. Justement, ça c'est clair. On n'a vraiment pas besoin de jugement à ce moment-là, je vous dis. Donc, la dernière question... En attendant, je voulais demander à Daeska, il y a un truc. Au départ, elle a parlé de DSM-5, quand elle parlait des troubles dépressifs et puis les causes, etc. Et elle n'a pas vraiment défini ce que c'était. Du moins, je n'ai pas écouté, je n'ai pas compris ça. Ça, c'est vrai. Définir quoi, la dépression ou le DSM? DSM, tu as utilisé DSM-5. Tu dis que c'est comme ça que le DSM-5 définit. C'est défini, machin. Ah, ok. DSM, diagnostic et statistique des troubles mentaux. Il y a aussi la CIM que d'autres utilisent, qui est la classification internationale des maladies, oui. D'accord. Donc là, c'est clair. Bon, dernière question, parce qu'il faut vraiment qu'on accélère. Donc, quel est le conseil que tu peux préconiser aux personnes pour pas s'auto-soigner, mais au moins pour des trucs qu'elles peuvent utiliser pour atténuer leur mal-être lorsqu'elles ont toujours honte d'aller voir une personne qui pourrait les sortir de là? Ce qui me vient à l'esprit, c'est déjà avoir de l'autocompassion. Être bienveillant envers soi-même et tous les jours essayer de faire quelque chose de différent, quoi. Donc être en mouvement, peut-être aller marcher, aller faire du sport, appeler des amis, du moins éviter un peu cette monotonie ou alors rester dans des endroits sombres, toujours éclairés. Qu'est-ce que fait encore?
être entouré, quoi. Il est bien vrai que on peut être entouré, mais on ressent toujours la solitude. Donc, le mieux, c'est de se faire aider ou de partager sa souffrance avec quelqu'un. Parce que quand tu partages ta souffrance avec quelqu'un, tu as l'impression de vider ton sac, surtout si l'interlocuteur ne te juge pas, s'il est bienveillant. Bon, merci beaucoup pour cette expertise d'Aeska. C'était vraiment très, très insightful. Champi, je vais te couper. Il est bien vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire dans la dépression et oui. On va passer toute la journée. Je dois vite faire. Mais ce que je voudrais rappeler ici, c'est que, parce que la question que j'aurais aimé qu'on se pose, c'est que tu peux être dépressif, mais sans toutefois connaître. Donc, comment attirer l'attention de son ami ou que c'est pas en train d'aller. Pas des petites choses. Vas-y donc, façon. Oui, très, très vite fait. Donc, pas des petites choses comme ça. Si tu constates que ton ami devient de plus en plus désordonné, sale, ça n'a l'air de rien, il se plaint de tout et de rien, il est triste, il boude, donc tout l'énerve, quoi. Donc, quand tu constates que ton ami est dans une situation ou dans un contexte où tu ne le reconnais pas, et j'insiste beaucoup plus dans le désordre, la saleté, et tu verras que les personnes dépressives, même je veux dire, ils ont une apparence sale. Négligée. Négligée. C'est le bon mot, négligé. Donc, avec ces petits aspects comme ça, là, c'est le moment pour toi, en tant qu'ami, d'attirer l'attention de ta pote ou de ton pote en disant, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne te reconnais pas, oui. D'accord. Je préfère m'inquiéter là parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais sinon, ce qui est aussi bien, c'est de consulter un psychologue pour accompagner. Oui, évidemment, consulter un médecin. Donc, encore une fois, donc merci beaucoup d'Aeska pour cette expertise. Il est temps de mettre une fin à ce repas de résistance. Donc, et qu'on passe maintenant au dessert. Les mots pactes et les mots sages. La rubrique, les mots pactes et les mots sages. La rubrique, les mots pactes et les mots sages. Tu as la pression parce que Fiona nous a servi une entrée, un apéritif esquis. Daeska, elle est venue avec une expertise savoureuse. Maintenant, toi et ton dessert, il ne faut pas que tu nous le mettes dans le ndem. Vas-y, prends le micro. Ok. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. C'est l'histoire d'une femme qui a grandi avec sa mère. La narratrice témoigne qu'elle a toujours eu les souvenirs de voir sa mère falsifier les documents d'analyse médicale. Et sa mère lui donnait aussi des coups de haut rein avant les consultations et lui demandait de faire la grimace lorsque le médecin allait l'ausculter pour qu'il sache qu'elle est en train de ressentir vraiment une douleur. Et donc, au final, la narratrice a subi au total 8 opérations et on lui a retiré un rein alors qu'elle était en parfaite santé. Là, elle avait 6 ans. Et lorsqu'elle a eu son premier enfant, elle a confronté sa mère par rapport à ses souvenirs. Et sa mère ne lui donnait pas de réponse. Et son père non plus ne lui donnait pas de réponse. Et puis, pour obtenir des réponses, elle est allée fouiller dans son dossier médical. Et elle a aussi rencontré les médecins qui la suivaient à l'époque. Et il s'avère que sa mère avait été diagnostiquée du syndrome de Munchausen par procuration après l'opération où on lui a enlevé son rein. Donc la narratrice, en fait, elle a vu que sa mère commençait à avoir les mêmes comportements avec sa fille qui venait de naître. Et donc la fille, la narratrice, elle a pris la décision d'éloigner sa mère de ses enfants. Et aujourd'hui, la mère n'a plus le droit de voir ses petits-enfants. Est-ce que, Daeska, tu as déjà entendu parler du syndrome de Munchausen? En fait, je n'ai jamais entendu parler de ça, mais ça me fait plutôt penser à ce qu'on appelle l'hypocondrie. Donc, cette forte croyance que tu as d'être atteint d'une maladie, quoi, ce qui fait en sorte que tu multiplies tes consultations chez un médecin ou chez un spécialiste. Sinon, le syndrome dont tu parles, c'est ma première fois que j'entends parler. Oui. Moi, j'ai plutôt vu, en fait, la bande-annonce d'un film, je ne sais pas si c'est basé sur l'histoire de cette fille, où elle allait à la pharmacie, elle était en fauteuil roulant, et elle a demandé à la pharmacienne, le médicament, si c'est à quoi? La pharmacienne lui a dit, bon, grosso modo, pour faire tout, que c'est qu'on donne cela au chien. Et elle a dit, mais que si on donne cela à un humain, qu'est-ce que ça va lui faire?
elle va perdre l'usage de ses jambes. Bon, il va perdre l'usage de ses jambes. Et la pharmacienne regarde la fille qui est sur un fauteuil roulant. La fille qui est sur le fauteuil roulant regarde la pharmacienne et là, la pharmacienne comprend en fait. C'est là que la fille lui dit parce qu'elle a vu sa mère acheter ça et lui donner ça pour qu'elle boive. Quand elle a expliqué, moi, c'est l'image qui m'est venue en tête, quoi. Fiona, est-ce que tu as entendu parler du syndrome de Munchausen par procuration? Je disais tantôt que non, j'ai pas encore entendu parler de ce syndrome jusqu'ici et je trouve que c'est tellement triste. L'histoire qu'elle a racontée, j'ai trouvé ça tellement triste. Bon. Pourquoi tu ris, Naomi? Non, c'est parce que elle dit que c'est triste, tu vois. Mais le jour que j'ai entendu ça, je me disais que non, elle doit inventer un truc, tu vois. Mais c'est vraiment grave, quoi. Oui, en fait, je trouve ça tellement... Tu arrives à un niveau où on est obligé de te séparer de tes enfants parce que toi, tu es dangereuse. C'est triste, en fait. C'est ça, j'imagine que ça, c'est le côté pas nu de ta rubrique. Oui, c'est le côté pas nu, Mm-hmm. Mais en fait, il faut d'abord que je précise. En fait, le syndrome de Munchausen en lui-même, c'est lorsque toi, tu es toujours en train de dire que oui, tu as mal à tel et tu provoques des trucs, tu inventes les symptômes pour aller à l'hôpital et tout. C'est quand c'est sur toi-même. Mais quand c'est pas procuration, c'est quand tu fais vivre ça à une autre personne. Et c'est plus courant quand c'est de la mère à l'enfant. D'accord. Voilà. Ok. Ça. Merci. Bon, et maintenant, en ce qui concerne les mots sages, aujourd'hui, on va s'intéresser à une citation de Fyodor Dostoïevski, qui est un écrivain russe. La citation est: l'homme aime compter ses malheurs, mais il ne compte pas ses joies. S'il le faisait, il se rendrait compte que pour chaque souci, il reçoit beaucoup plus de joie. Et oui, on se rend compte que le fait d'être en bonne santé déjà est une grande joie qu'on a tendance à sous-estimer. Donc, inspirons-nous de cette citation pour être plus positif et pour pouvoir accepter qu'on peut avoir des soucis, mais qu'en retour, on reçoit plus de bons que de mauvais dans la vie. Donc, ici, on pense aux personnes atteintes de dépression. On pense aussi aux personnes qui traversent des moments difficiles, de ne pas se focaliser sur les malheurs, mais de regarder les bons moments passés et pourquoi pas de penser aux futurs bons moments. Merci à toi, Naomi, pour cette rubrique les mots tact et les mots sages. Donc là, on vraiment se dirige vers la dernière partie. C'est la rubrique Wandayan. Ça, je le rappelle pour nos auditeurs, dans les bourses et les boussesses. Ça, c'est la rubrique Wandayan. Donc ça, c'est la question de la fin. La rubrique Wandayan. Wandayan. La rubrique. Donc, je vais vous poser une question qui est quel est d'après vous le pays en Afrique et le pays en Europe avec le plus gros taux de dépression? Là, tu as tes questions. Donc, réfléchissez un peu pendant Madame 2 secondes. Réfléchissez 2 secondes. C'est la rubrique Wandayan. Donc, tu as dit un pays en Afrique et un pays en Afrique et le pays en Europe. Donc, un pays en Afrique, un pays en Europe avec le plus gros taux de dépression. Donc, première option, Djibouti et l'Islande. Deuxième option, Tunisie et le Luxembourg. Troisième option, Cap-Vert et l'Allemagne. Quatrième option, le Lesotho et le Portugal. Cinquième option, le Botswana et la Suède. Moi, je choisis là où il y a l'Allemagne. Le Cap-Vert et l'Allemagne. Attends, déjà, tu m'allais tellement vite que j'étais en train de décrire tous les pays. Non, tu peux pas. On n'a pas le temps pour que tu écrives. Ah, ok. Djibouti et l'Islande, Tunisie et le Luxembourg, Cap-Vert et l'Allemagne, Lesotho et Portugal, le Botswana et la Suède. Moi, je vais prendre Lesotho et c'est quoi? Et le Portugal. Et le Portugal. D'accord. J'espère que tu sais quand même où se trouve le Lesotho. Ouais. C'est pas dans l'Afrique du Sud. Oui, c'est ça. Et toi, tu prends quoi, Daeska? J'avais déjà dit l'Allemagne, non, même pas ici. Tu as dit Cap-Vert et Allemagne, non, c'est ça. Cap-Vert et Allemagne. Ouais. Pour une fois qu'il n'y a pas la tricherie, je suis contente. Et toi, Naomi?
Franchement, je sais même pas. Peut-être Cap-Vert, Allemagne. Je me dis, l'Allemagne, c'est un grand pays. Il doit y avoir beaucoup de déprimés là-bas. Ok. Ouais, Bon, vous êtes sûr de vos réponses. Ok, bref. Pas sûr, hein, parce qu'on n'a aucune statistique. On a juste deviné. On a Toi été aussi, comme ça, oui. en fonction de ce qu'on Ok. connaît. On joue aussi. Ok, bon, vous avez raté alors. Et c'est une bonne chose. Et tu Vous aimes avez quand on trop rate. triché. Toi, tu aimes Oui, ça. j'aime que vous ratez, que vous avez trop triché. Donc, la réponse, c'était vraiment, vous n'avez même pas le croire, si je vous dis. La réponse, c'est Djibouti et l'Islande. Djibouti et l'Islande. Djibouti et l'Islande. Oui. Comment ça? Djibouti a 5,1% de population qui est dépressive. L'Islande a 10,3% de population dépressive. Moi, ça m'a surpris. Et les sources viennent du magazine Medisites.fr concernant les pays européens et le magazine Le 360 degrés concernant les pays africains. Ça m'a surpris quand j'ai vu ça. Djibouti, je ne m'entendais même pas. Mais bon, Ouais, moi l'Islande aussi. non Donc, plus. on n'entend pas très souvent parler. Un petit Mais voilà. l'Islande, c'est pas un pays où on fait beaucoup de bonnes, c'est body positive, bien-être, les trucs comme ça. En Moi, Islande. j'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée. Bon, ici s'achève notre épisode 3 de comment faire, avec pour thème comment faire pour combattre la dépression. Donc, je tenais déjà à vous remercier, vous qui êtes sur le plateau, à savoir Fiona, Naomi et notre invitée de marque, Daeska, psychologue et clinicienne. Merci, Daeska. Et je voudrais Je vous en aussi dire prie. un gros merci à la RCF Bruxelles qui croit en notre format et qui nous laisse nous exprimer sur sa plateforme. Et merci aussi à vous, les auditeurs, dont les boss et les bossesses, d'être des nôtres. Et on vous dit ciao, rendez-vous au prochain épisode. Si vous pensez souffrir de dépression ou que vous avez remarqué un changement dans votre humeur, n'hésitez pas, ou bien que vous voudriez consulter ou bien avoir le contact de Daeska, qui est la psychologue clinicienne ici. Vous pouvez la retrouver au centre paramédical Louis Smith à Etterberg ou au centre psychiatrique infanto-juvénile enfance et adolescence à Otigny. Pour préciser les lieux de consultation, il faut dire que c'est en Belgique, hein. Et de deux aussi, pour ceux qui sont dépressifs ou quoi, j'ai l'habitude de dire, n'attendez pas d'être bien pour cesser d'avoir mal.